Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinée autour de la sécurisation de la protection de la donnée. Autour de la table qui nous accompagne, donc, il y avait Christophe Absalon Bonjour. et Jean-Michel Carré. Bonjour. Voilà, et donc mon idée, c'est de vous présenter une matinée intéressante autour des solutions Wasabi et IQ. Et pour démarrer, je vais laisser la parole à Jean-Michel qui va démarrer sur la partie Wasabi. Très bien. Merci Xavier de me donner la parole. Bonjour à tous ceux qui se sont connectés dans le webinaire. Donc, je suis responsable des alliances et des ventes technologiques chez Wasabi en Europe. Je vais vous donner un aperçu de qui nous sommes, ce que nous faisons, et ensuite comment IQ vient se greffer dans un environnement Wasabi. Donc, Wasabi est une société américaine, société privée. Nous sommes à Boston au niveau du headquarter. On a démarré il y a bientôt 7 ans. On dispose aujourd'hui de près de 500 millions de dollars de financement, un reçu récemment à peu près 250 millions. Et le point intéressant dont nous sommes très fiers, c'est que les investisseurs nous ont qualifiés de licorne, pour parler français, ou d'unicorne pour parler américain. Donc, nous sommes valorisés à plus d'1 milliard de dollars. Et ça, c'est dû au succès de notre produit et c'est dû au succès de notre modèle de vente. Notre modèle de vente est d'abord basé sur un réseau de partenaires technologiques qui est très important. Les partenaires technologiques sont des sociétés qui offrent une solution logicielle qui va savoir stocker des données dans un cloud objet, dans un stockage objet dans le cloud, compatible avec Amazon S3, puisque Amazon S3 a publié ses API. Un certain nombre d'entreprises aujourd'hui proposent ce type de solution. Donc nos technology partners, ce sont des entreprises comme IQ, et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes ravis de présenter avec IQ. On a connu une croissance relativement bonne, soutenue et qui n'a pas été impactée par le cloud, par le Covid, pardon. Ça a été lié au fait que durant cette période un peu tristounette de confinement et rebondissement et confinement, les entreprises ont ressenti de manière encore plus pressante le besoin de passer dans le cloud. Et donc, on a une croissance qui est particulièrement intéressante. Aujourd'hui, nous sommes présents avec 13 régions de stockage. Alors, le terme région est le vocable utilisé par Amazon. Donc, nous avons 13 points de présence dans le monde. Je vais vous donner un aperçu de cet emplacement géographique dans quelques instants. Et on n'est pas aussi bien classé que nos amis d'IQ pour le score NPS, le Net Promote Score, qui qualifie la qualité d'une entreprise. Par rapport aux entreprises du cloud, on est plutôt bien placé, puisqu'on est à un score de 58, alors que la moyenne est à 36. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce score, la note varie entre moins 100 et plus 100. Donc on est plutôt, si on note à la française, dans un 15 ou 16 sur 20. Ce qui fait le succès de Wasabi, ce sont 3 points fondamentaux dont les clients ont besoin quand ils vont mettre leurs données dans le stockage. Le premier, c'est toujours l'argent, le prix. Combien le client va payer pour mettre ses données dans le stockage. Et dans le stockage de Wasabi, il va payer à peu près 5 fois moins cher que s'il utilise Amazon ou Azure ou Google. Le ratio est à peu près le même. Nous sommes 5 fois moins chers parce que d'une part, le prix de la capacité stockée est considérablement inférieur aux autres leaders du marché, de l'ordre de 4 fois moins cher. Et en complément de ça, on ne facture pas des opérations qui sont pourtant des opérations dont tout un chacun a besoin quand il met ses données dans le cloud. On a besoin de les récupérer. C'est les frais de egress qui ont, si on en fait beaucoup, un impact important sur le prix de la solution. Et également l'utilisation des API S3 qui sont facturées. Amazon les facture, Google les facture, Microsoft les facture. Nous ne les facturons pas. Et ça a un coût non négligeable. Et c'est un coût d'autant plus non négligeable qu'aujourd'hui, et Christophe va nous en parler plus amplement dans sa présentation, il y a ce besoin de se protéger des ransomware. Pour se protéger des ransomware, lorsque l'on dépose des données dans le cloud, on va utiliser une fonction qui s'appelle Object Lock, qui est une fonction Amazon S3, qui permet de rendre les backups immuables. Et cette fonction est très gourmande en API. Donc, utiliser la fonction Object Lock va venir gonfler la note des factures des appels API.
chez Wasabi, on ne facture pas tout ça, donc le prix reste le même. Alors, on a un prix qui est bas. On pourrait penser que la performance n'est pas nécessairement au rendez-vous. C'est tout le contraire. On a mis plus de 2 ans avant de proposer notre première solution au marché américain. Et on a passé du temps à bien peaufiner et à faire un fine-tuning de notre solution en termes de performance. Et on montre par des benchmarks, mais aussi en discutant avec des clients, en discutant avec des partenaires technologiques qui ont l'expérience, pas des autres vendeurs, l'expérience de Wasabi. Les gens nous confirment qu'effectivement, les performances avec Wasabi sont meilleures que ce qu'ils peuvent voir avec la compétition, la concurrence. Le troisième volet traite de tout ce qui est protection, sécurité des données. Là, c'est un critère où, en tant que client final, si mon fournisseur de stockage dans le cloud ne propose pas toutes les fonctionnalités en termes de redondance au niveau du centre de données où la solution est hébergée, où la solution de stockage elle-même ne propose pas une durabilité de 11.9, alors la durabilité de 11.9, de 99,99, est une manière d'exprimer qu'il est quasiment impossible de perdre un fichier dans un stockage qui dispose des 11.9 de data durabilité. Dès le début, Wasabi a perçu l'importance de l'immuabilité du stockage, et dès le début de Wasabi, il est possible de créer un bucket immuable depuis la fonction ObjectLock développée par Amazon est beaucoup mieux adaptée à des besoins de sauvegarde, puisqu'on vient verrouiller les objets et non plus verrouiller l'intégralité du bucket. Alors, parlons un peu de prix, puisqu'on est moins cher. Wasabi ne vend qu'un produit, et le produit que nous vendons, c'est 1 teraoctet de données qui est facturé à 5,99 $ pour un mois. On ne facture pas, donc, comme je le disais, les YS, on ne facture pas les API. On n'a qu'un seul niveau de stockage, à l'inverse de nos concurrents, les 3 gros, comme on peut les appeler. On a un niveau de stockage qui est un niveau de stockage haute performance, donc plutôt pour les données chaudes, les hot data, comme disent les Américains. Donc, si vous avez des données froides, vous pouvez très bien les mettre chez Wasabi. Ça vous coûtera le même prix. Ça vous permettra aussi d'avoir, en termes d'accès à vos données, et particulièrement en termes de rappel des données, d'avoir un temps de réponse qui est celui des données chaudes. Si certains d'entre vous ont l'expérience de Deep Archive, de Glacier avec Amazon, lorsqu'on rappelle des données, d'abord la facture est colossale, et deuxièmement, il faut être très patient, puisque c'est souvent plusieurs heures, voire une journée ou plus. Donc, si on regarde un client qui aurait 1 pétaoctet de stockage, ça nous arrive, on a des partenaires qui offrent des solutions de backup as a service qui dépassent le pétaoctet de stockage. 1 pétaoctet avec 20% d'ingress, ce qui n'est pas nécessairement beaucoup en termes d'ingress si on fait de la sauvegarde, il faut quand même les restituer de temps en temps. Ça va coûter aux alentours de 300 000 $ avec Amazon, Azure, Google, et ça en coûtera que 73 000 chez Wasabi. Alors, un benchmark, on en a fait un nous-mêmes. On a loué du compute chez Amazon, on a loué du stockage Amazon S3. On a simulé différentes charges de travail, un certain nombre d'activités en parallèle, de threads. Plus on a d'activités et meilleures sont les performances d'un stockage objet. Différentes tailles d'objets, en lecture, en écriture. Vous pourrez, quand vous récupérerez la copie de la présentation, télécharger le rapport complet. Mais dans tous les cas, les ratios de performance entre Wasabi et Amazon tournent autour de 3 à 4 fois supérieurs en faveur de Wasabi que Amazon. Protection des données, donc ça recouvre à la fois la durabilité des données, est-ce que je risque de perdre mes données, la disponibilité des données, ce qui veut dire, comme mes données ne sont plus dans mon infrastructure, elles sont dans un cloud, quel est le niveau de service, le niveau de disponibilité de ce cloud, et puis l'aspect sécurité des données, comment les données sont protégées puisqu'elles sont dans un cloud public, et comment l'accès à la gestion de ce compte de stockage dans le cloud va être opéré afin d'assurer toute la sécurité maximale. Donc, les 11.9 de data durabilité répondent au problème de la durabilité des données. Nous, on s'engage sur un SLA de 99,99%, ce qui est très conservateur et très prudent, puisque en Europe et dans d'autres pays où nous sommes hébergés par Equinix, lui, s'engage sur un SLA de 99,999%, donc on est un petit peu tranquille de ce côté-là. Les données que vous stockez chez Wasabi seront encryptées à la fois en transit, depuis leur endroit
jusqu'à Wasabi. Là, c'est encrypté par du protocole HTTPS et encrypté au moment de l'écriture dans le système de stockage Wasabi. Et les clés d'encryption sont uniques pour chacun de nos clients. Donc, un client ne peut pas utiliser les clés d'encryption d'un autre client. On peut également utiliser aussi l'encryption des données à la source, ce qui se fait beaucoup avec les solutions de sauvegarde. Donc, le logiciel de sauvegarde crée une sauvegarde qui est chiffrée. On envoie ces données-là dans Wasabi qui sont encryptées une deuxième fois, donc ce qui renforce encore plus la protection des données. Et point ultime, mais point très important aujourd'hui dans tous les pays du monde, c'est la crainte des ransomware. On a tous vu dans certains cas d'entreprises publiques ou d'hôpitaux en France les dégâts que cela a pu causer. L'immutabilité est le seul moyen aujourd'hui de protéger les opérations de sauvegarde dans le cloud. Donc, avec Haiku, nous pouvons stocker les données immutables dans le cloud de Wasabi. On a un certain nombre d'autres certifications complémentaires. Alors, IPA, FERPA, CJIS, ça ne parle pas nécessairement beaucoup à les clients européens, puisque ce sont des certifications typiquement américaines. Donc, ce n'est pas très important. Par contre, ce qu'il est important de faire passer comme message, c'est que pour que Wasabi ait pu obtenir ces certifications, IPA, c'est les données de santé, FERPA, c'est pour tout ce qui est l'activité fédérale, l'éducation aux États-Unis, CGIS, c'est tout ce qui est relatif au ministère de la Justice américain. Une entreprise qui est certifiée a dû amener la preuve d'une certaine rigueur, d'une certaine démarche dans la gestion, dans l'administration, dans le monitoring, dans le contrôle d'accès aux outils qui sont proposés. Et donc, le fait qu'on ait pu obtenir ces certifications-là démontre notre rigueur dans la solution que nous proposons. Et bien évidemment, les pays qui n'ont rien à faire du IPA, du FERPA et du CGS bénéficient quand même, bien évidemment, de cette rigueur. Le point important en Europe, c'est le RGPD. Et en Europe, pour pouvoir être compatible ou respecter le RGPD, le mieux, c'est de stocker les données en Europe. Et ça tombe bien, puisque nous disposons aujourd'hui de 4 régions, 4 points de stockage en Europe. Alors, le quatrième, c'est Londres. Donc, je laisse à chacun le choix de savoir si Londres est réellement compatible sur le long terme ou pas avec le RGPD. Sinon, vous avez le choix entre Amsterdam, Paris et Francfort. En complément de ça, on a aujourd'hui 4 centres aux États-Unis, un centre au Canada, qui a aussi des problématiques un petit peu similaires à celles de l'Europe en termes de data privacy, présence en Australie, à Singapour et également au Japon. Donc, d'une manière générale, si vous utilisez une application qui supporte Amazon S3, ben cette application-là va fonctionner avec Wasabi. Donc, les API, les applications qui ont utilisé les API S3, qui utilisent les API IAM. IAM, c'est Identity and Access Management. Donc, c'est la manière de pouvoir se connecter à la console de management Wasabi. On respecte les mêmes règles et les mêmes critères de sécurité que ceux que peut fournir Amazon. On offre des produits complémentaires qui sont assez intéressants, en particulier dans le domaine de la sauvegarde. Beaucoup de nos partenaires ont une offre de backup as a service, donc vont gérer les sauvegardes de plusieurs clients. Et avec le Wasabi Account Control Manager, c'est un outil de multi-tenancy, donc on va pouvoir créer des comptes dédiés pour chacun des clients, ce qui est beaucoup plus satisfaisant en termes de protection des données et de séparation des données des différents clients d'un même partenaire. On a la possibilité de répliquer un bucket sur un autre bucket à l'intérieur d'une même zone géographique, donc de Paris à Francfort par exemple. On a la possibilité également pour certains clients qui veulent de la performance et qui veulent surtout aussi de la sécurité dans la communication entre leur site et Wasabi, la possibilité d'avoir une connexion dédiée, directe de bout en bout, à 1 gigabit ou 10 gigabits. Et c'est des choses que peu de clients utilisent, mais beaucoup en ont besoin pour des raisons de performance, surtout pour des raisons quand vous allez restaurer des données qui sont dans le cloud. Si vous avez beaucoup de données, une liaison dédiée à 10 gigabits sera toujours plus performante. Donc les cas d'usage, backup, recovery, archivage, donc ça représente la majorité de nos clients.
Par contre, chacun des clients ne va pas nécessairement stocker des dizaines ou des centaines de téraoctets. Dans le marché de content delivery, donc tout ce qui est l'écosystème de la télévision et du cinéma, là, on a beaucoup moins de clients. Mais aujourd'hui, dans ce domaine-là, les clients avec qui nous causons, des intégrateurs système, des utilisateurs finaux qui travaillent avec des chaînes de télévision et autres, les gens parlent en pétaoctets. J'ai un projet de 2 pétaoctets dans une télévision dans tel pays, j'ai un projet de 1 pétaoctet. Donc ça représente une capacité assez importante au niveau du stockage Wasabi. L'autre aspect, on s'éloigne de la sauvegarde, mais j'aime bien le mentionner, c'est la vidéosurveillance. Aujourd'hui, les vidéos sont conservées au moins 1 mois. Après 2 ou 3 jours, les gens ne les accèdent pas. Donc en déplaçant, je dirais, les 90% du stockage de la vidéosurveillance dans le cloud, il y a une réduction significative du coût total de la solution de vidéosurveillance. On a un certain nombre de reconnaissances avec des rewards qui nous sont attribués un petit peu partout dans le monde. Cette semaine ou la semaine passée, on a également eu un trophée. On a été le premier, le trophée Platinum ou d'or en Allemagne. Donc, tout ça, ça nous permet de reconnaître la marque Wasabi et nos activités. Donc, on a beaucoup de partenaires technologiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter avec Haiku. Donc, je n'ai mis que Haiku. Sinon, on a un certain nombre d'autres partenaires technologiques. On en a plus de 300, mais on va dire une bonne cinquantaine avec lesquels nous avons une relation active, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de solutions qui combinent cette technologie-là avec Wasabi. Au niveau du canal de vente, on a un certain nombre de revendeurs. Et on a également des distributeurs. Comme je m'adresse à un public qui a priori est francophone, Exclusive Networks est un distributeur qui est présent dans les pays francophones. Whatsoft est également un distributeur, mais qui est présent qu'en France. Voilà. Pour pouvoir tester Wasabi, tout comme pouvoir tester Haiku, il y a possibilité d'avoir des comptes de test. Créer un compte de test chez Wasabi vous donne droit à utiliser jusqu'à 1 teraoctet de stockage, 30 jours. C'est gratuit. S'il y a besoin, on peut toujours étendre particulièrement la durée du compte de test. Et si on veut savoir comment on configure Haiku avec Wasabi, on va écouter avec attention l'explication et la démonstration de Christophe. Mais sinon, on a un article dans notre Knowledge Base qui est particulièrement complet et qui a été validé conjointement par Haiku et Wasabi. Voilà, j'ai à peu près fini pour mon temps de parole. Je repasse la main à Xavier qui va nous parler d'Haiku. Parfait, merci beaucoup, Jean-Michel. Donc, l'idée, effectivement, c'est comment notre partenariat avance, puis comment fonctionne Haiku aujourd'hui dans un environnement assez varié. Hein. Donc, et l'idée, c'est de vous présenter rapidement ce qu'on va faire, et quelles sont nos solutions, mais également derrière laisser la main à Christophe pour vous montrer la solution techniquement, parce que je pense que ça peut être important pour vous de voir à quoi ressemble Haiku. Donc, si je représente où j'en sais où nous en sommes aujourd'hui, Haiku, donc une boîte américaine, on est ici également de Boston. On a la particularité d'avoir notre centre de développement et d'ingénierie qui se passe en Slovénie, donc en Europe. On fait des solutions effectivement qui vont couvrir les solutions on-premise, comme Nutanix, VMware, des serveurs physiques, mais on est également présent dans des marketplaces de code public et on a la particularité également de pouvoir couvrir en fait toute la suite Microsoft 365. Donc effectivement, le NPS score d'Haiku est très bon. On est à 91 aujourd'hui. C'est 16 minutes le temps de réaction de nos équipes de support. Quelque chose qu'on est assez fiers et qui continue d'évoluer. Hein. Il y a 4 ans qu'on a démarré avec Christophe, il était à 86. Ça monte, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on continue d'avancer. Nous, au niveau investisseur, on a des investisseurs financiers type Bain Capital, Accru Capital, mais également des investisseurs technologiques qui accompagnent Haiku au quotidien, comme Cisco, comme Atlassian pour la partie Jira et Okta récemment qui nous a rejoint. On est présent dans plus de 4000 pays, dans plus de 72 pays et avec plus de 4000 clients. Oui, ça fait beaucoup de pays sinon, ça passait pas, quoi. Donc voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'Haiku, ça y est, rentre au Gartner cette année. Hein, donc ça, on est assez fiers puisque pour une société comme la nôtre, après 5 ans d'activité, être reconnue par ses pairs, c'est une bonne chose. Dans la partie des visionnaires, c'est en train d'accélérer et de monter, mais ça montre aussi que Haiku aujourd'hui est reconnu. Donc aujourd'hui, si je représente la partie plus francophone, c'est plus de 400 clients qui ont choisi Haiku en l'espace d'à peine 4 ans. Donc c'est vraiment un succès à 3 chiffres qui régulièrement
nous permet, je dirais, de montrer la valeur ajoutée. Et à chaque fois, surtout, on a un focus pour nous, c'est de faire que la solution fonctionne et que vous soyez satisfait de notre solution. Donc, si on a une vision un peu globale, on va dire qu'IQ a la particularité d'avoir créé des solutions pour chacun des clouds, que ce soit privé ou public. L'idée, chaque fois, ça va être de couvrir avec une solution sans agent, en fait, l'ensemble des fonctionnalités. C'est-à-dire proposer, en fait, de la sauvegarde, de la restore, du multitenant, des outils de reporting, le tout inclus dans la même solution, pour que ça soit simple et facile à utiliser. Pour vous donner comme exemple, en une demi-journée, vous êtes installé, vous êtes déployé et la solution fonctionne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fort et vous êtes surtout formé sur la solution. Vous avez la possibilité également d'avoir ce qu'on appelle chez nous un IQ central, en fait, qui vous permet en fait d'avoir une vue si vous êtes dans un mode hybride où justement il faut partager votre solution dans un mode entre du cloud public ou du cloud privé. Si on s'intéresse plus particulièrement à la partie qui couvre la partie enterprise, c'est-à-dire la partie on-premise, et quelles sont les valeurs ajoutées et comment fonctionne IQ. Globalement, l'idée, c'est ce que vous connaissez dans le monde de la sauvegarde, qui sont historiques. À chaque fois, quand vous vous retrouvez avec des environnements aussi bien Nutanix que VMware que serveur physique, globalement, à chaque fois, en fait, vous allez avoir besoin d'un produit qui va utiliser des proxys, des consoles supplémentaires, des machines Windows, bref, beaucoup de choses à rajouter pour que ça puisse fonctionner. Et ça entraîne quoi? Des coûts au niveau licence, bon, ça c'est un premier point, mais surtout, en fait, ça entraîne des coûts au niveau exploitation de la solution. Ça, c'est ce que vous pouvez connaître et ce qui fonctionne dans beaucoup d'entreprises. L'approche IQ, elle est différente. L'approche IQ, elle a apporté une appliance virtuelle sans agent qui va vous permettre en fait de manager l'ensemble de vos environnements. Donc, c'est une seule console HTML5 qui vous permet de tout gérer en fait, aussi bien ce que je disais tout à l'heure, vos sauvegardes, vos restores, que votre côté multitenant. Mais le principe, c'est quoi? Vous allez installer IQ dans un environnement, à VMware ou HV, vous allez déclarer une target. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir déclarer une target on-premise en utilisant juste des protocoles, SMB, NFS, SQLite, S3, mais également la possibilité directement de pouvoir aller déclarer, par exemple, Wasabi comme target. L'intérêt, c'est que c'est en natif dans la solution, ce n'est pas une option complémentaire. C'est possible de le faire en natif dans la solution. Vous déclarez votre politique de sécurité et après, ça va fonctionner en mode auto-découverte. Le système va déclarer et va voir toutes les VM en fait, qui sont présents au sein de votre cluster au niveau de la source. Donc, simple et facile. Pour la partie VM, pour la partie application, vous allez retrouver le même environnement. C'est-à-dire que pour la partie application, c'est toujours du sans agent. Vous avez juste à déclarer un compte de service et vous allez pouvoir faire de la restauration granulaire pour vos databases, pour vos serveurs de messagerie, et vous allez pouvoir restaurer l'instance, la database dans le même serveur, dans un autre serveur. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que vous allez gagner en temps de restauration. Donc, la particularité d'IQ, c'est qu'on va travailler au niveau des snapshots pour permettre en fait de faire de la restauration rapide et ne pas friser les environnements virtuels. Après, on a des spécificités. Donc, si on regarde un peu et si on s'intéresse à des environnements, par exemple comme Muta, ce qui est intéressant, c'est qu'on va s'appuyer sur leur réplication. C'est-à-dire que Nutanix propose déjà de la réplication entre sites et nous, on va venir en complément et on va utiliser leur réplication pour ne pas alourdir la bande passante. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez fort et c'est ce qui plaît beaucoup à tout client qui utilise du Nutanix. Ça, c'est une de leurs particularités. On va savoir gérer tout ce qui est filer. Alors là, on a pris l'exemple de Nutanix, mais on ne fait pas que Nutanix là-dessus. On va pouvoir aussi, également, avec le même principe, sauvegarder des environnements DLEMC EasyLoad. Le principe est simple, on va utiliser du change file tracking et non pas du NDMP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des fichiers, des fichiers avec 1 million de fichiers en fait, au niveau de notre filer et pouvoir restaurer le fichier modifié en quelques minutes. Donc ça, c'est vraiment une valeur ajoutée. Point informatif. En fin d'année ou tout début d'année prochaine, on fera la même chose sur la partie NetApp. Donc ça, c'est ce qu'on voit quand on discute avec les gros filers, des pétaoctets de données. Ce qui est intéressant, c'est pas, ou les problématiques que les gens rencontrent, c'est pas trop au niveau de la sauvegarde, c'est au niveau de la restore. Et grâce au fait qu'on travaille justement en change file tracking, on va pouvoir restaurer super simplement et facilement. L'autre point qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, je pense qu'il est fortement d'actualité, on en parlait, c'est comment on va traiter la partie ransomware. Donc là, pareil, on a mis un exemple de comment on va traiter la partie ransomware. Alors, ce qui est intéressant avec IQ, c'est que naturellement, au niveau software, on va être capable de gérer du worm. Ça, c'est le premier point.
on va utiliser des politiques que vous expliquera Christophe, de 3-2-1, de respect, etc. Mais l'important, c'est qu'on va pouvoir gérer du worm. IQ est capable d'écrire en S3 en mode primaire et en mode secondaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de créer, on va dire, une appliance physique, par exemple, avec une partie primaire, où on va être capable d'aller écrire en S3 avec de la donnée immuable, mais également la possibilité d'aller pouvoir faire de l'archivage sur du S3, toujours en mode worm. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et donc ça, on va pouvoir en premise, mais on va le voir également de la même façon, pouvoir le mettre dans le cloud. Donc typiquement, on va faire de l'incrémental, c'est l'équivalent de la déduplication, et on va pouvoir aller mettre de la partie ransomware nos informations dans Wasabi. Et ce qui est vraiment une chaîne complète, en fait, qui permet de créer une appliance pour répondre aux problématiques de ransomware. Ce qui est important à voir, c'est qu'IQ ne fait que le soft, mais grâce au fait qu'en natif, on est capable d'écrire en S3 et de gérer du worm, bah, vous allez pouvoir avoir une chaîne complète. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant et qui se développe et qui, je pense, est un vrai sujet d'actualité aujourd'hui. Donc, naturellement, bah, on va traiter l'immunité à la source, à la destination, faire du air gap, faire du set service. Mais ce qui est important à voir, c'est qu'on a vraiment une solution complète pour justement répondre aux problématiques de la protection des ransomware. Point intéressant, c'est qu'on va être capable naturellement de pouvoir faire de la migration de nos environnements virtuels dans du cloud, dans un sens ou dans un autre, et pouvoir faire également du DR ou du PRA. L'idée, c'est quoi? Vous êtes sur un environnement on-premise, vous avez un PRA traditionnel, bon, ça marche très bien, mais pour une dizaine, une vingtaine de VM critiques, vous voulez aller créer un DR dans un cloud public, dans un cloud privé, comme en France, par exemple, chez OVH, et vous allez pouvoir le faire avec la solution IQ. Donc l'idée vraiment, c'est de vous couvrir dans un environnement. Un point important, et nous on insiste à ce point-là parce que le produit a été créé à l'origine pour, c'est l'alignement qu'on va retrouver avec Nutanix. Ça, c'est par rapport à leur fonctionnalité. C'est différent d'un peu des environnements VMware où il y a moins de fonctionnalités, mais on va être capable de couvrir l'ensemble de toutes ces fonctionnalités. Donc le point, pour finir, c'est de dire, voilà, avec IQ, ce qui est important à noter, c'est que vous allez pouvoir couvrir différents environnements de source, quels soient des environnements NUTA, VMware, serveur physique, Windows, Linux, dans la même unique console. En quelques minutes, vous allez pouvoir installer, déployer la solution. En une demi-journée, vous êtes formé sur notre solution. Vous avez le choix de pouvoir aller positionner vos data dans des repositories on-premise en utilisant juste des protocoles, donc le choix de votre repository. De la même façon, pouvoir aller déposer vos données directement dans le cloud, donc directement par exemple chez Wasabi. Et la particularité, effectivement, pour ceux qui utiliseront du Nutanix, de pouvoir gérer l'ensemble de leurs fonctionnalités. Donc ça, c'est le modèle. Si je parle en termes de licensing, puisque il n'y a pas de slide là-dessus, et avant que Christophe reprenne la main sur la partie démonstration, notre licensing, il est très très simple. Il est basé au processeur physique de la source que vous voulez backuper, avec des VM et des applications en illimité. Donc ça, c'est assez facile à gérer. Ou à la machine virtuelle, si vous avez peu de machines virtuelles qui fonctionnent dans votre environnement. Donc voilà un peu ce qu'on voulait montrer aujourd'hui. Je laisse Christophe reprendre la main. Je pense que tu peux partager ton écran, Christophe. J'imagine. Oh, c'est magnifique. Du premier coup. Wow. Alors, merci Xavier, merci Jean-Michel. Une bonne journée, hein, une bonne matinée qui démarre. Du premier coup, ça fonctionne. Merci Xavier et Jean-Michel. Je pense que vous l'avez compris. Hein. L'idée de Wasabi et de IQ, c'est de communément vous proposer des solutions simples pour vos architectures, simples en termes d'utilisation et simples en termes de tarification. Il n'y a pas de complexité à utiliser nos produits ou à les facturer. Ce que je vous propose, c'est de vous faire voir comment fonctionne IQ et surtout comment fonctionne IQ en intégration avec Wasabi. Donc IQ, c'est juste une appliance virtuelle que vous allez prendre et que vous allez déployer sur votre infrastructure VMware ou sur votre infrastructure Nutanix. Ça met 5 minutes à être déployé, hein. C'est préconfiguré, vous démarrez, vous mettez une IP et vous avez accès à la console IQ. Vous allez pouvoir vous connecter avec un compte local ou bien avec une source d'authentification externe. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis en place une source d'authentification de type Microsoft. Une fois que je suis authentifié sur ma console IQ, la première fois, bien évidemment, ça sera vierge, mais quand vous aurez un peu populé vos informations, vous aurez l'état de santé de votre sauvegarde. Combien de machines virtuelles je sauvegarde? Est-ce que je sauvegarde des applications? L'état de santé de mon stockage et de mes jobs. Ce n'est pas compliqué d'en arriver là. Ce qu'il faut faire, c'est la première des choses, enregistrer vos sources. Une source, c'est qu'est-ce que je veux sauvegarder?
moi, je vais vouloir sauvegarder des clusters Nutanix, du VMware, ou bien je veux également sauvegarder une BASILON, du Nutanix Files ou des serveurs physiques. Tout ça, ça va être des solutions qui vont être approchées sans agent. Pourquoi est-ce que faire de la sauvegarde sans agent, c'est important? Pour plusieurs raisons. La première, ça va être d'abord l'aspect simplicité, ne pas avoir à maintenir des agents, ne pas avoir à gérer des versions d'agents, ne pas se poser des questions quand on veut faire des mises à jour. La troisième est aussi un aspect sécurité. Un agent, ça peut être une faille de sécurité parce qu'il suffit que l'agent ait un bout de code qui ne soit pas bon, ça peut impacter votre sécurité. Donc, simplicité et sécurité sont les raisons pour lesquelles IQ décide de ne pas déployer d'agents. Il y a une troisième raison également à laquelle on pourrait penser, c'est des performances. Avoir des solutions qui s'appuient sur des agents, c'est-à-dire avoir un process qui va tourner sur vos environnements et qui va consommer des ressources mémoire ou des ressources CPU. Donc, IQ propose des solutions sans agent pour ces raisons. Je suis rentré dans ce détail parce qu'on avait une question par rapport à ça. Une fois que vous avez défini vos sources, l'étape d'après, ça va être de définir votre target. La target, c'est l'endroit où je souhaite mettre mes backups. Donc, nous, on est vraiment orienté protocole, NFS, SMB, ISCSI ou bien S3. Comme Jean-Michel l'a dit, nous, on va s'appuyer sur la technologie S3 quand on veut utiliser du Wasabi. Donc là, on voit AWS S3 compatible. On va pouvoir créer un bucket Wasabi très simplement et l'enregistrer dans IQ. On va définir combien de tâches peuvent tourner en parallèle sur ce bucket Wasabi. Est-ce qu'on va stocker des archives ou juste des backups? Est-ce qu'on va mettre de la compression ou pas? Alors ça, c'est un paramètre Meter Target qu'on va utiliser avec d'autres cloud providers afin de faire moins de call API. Chez Wasabi, ce n'est pas important parce que, comme l'a précisé Jean-Michel, les call API ne seront pas facturés chez Wasabi. Et ensuite, vous allez pouvoir chiffrer votre sauvegarde et définir le protocole. Donc, on va mettre l'adresse de Wasabi, le nom du bucket, l'access key, la secret key. Concrètement, comment est-ce que ceci, vous allez le mettre en place chez Wasabi? Vous allez créer votre compte Wasabi. Une fois que vous avez votre compte Wasabi, vous allez pouvoir créer un bucket qu'on va appeler par exemple le webinar Wasabi. Voilà. Et quand votre bucket il est fait, vous allez choisir la région. Moi, je veux le mettre à Paris. Je ne vais pas utiliser un modèle déjà existant. On va tout faire à la main. Si je veux mettre du Worm, donc pour de l'immuabilité, je vais activer le versionning et autoriser le verrouillage des objets. Je fais suivant. Je crée mon bucket. Mon bucket est créé. Je vais pouvoir aller modifier mes réglages très simplement, dire moi, mon Worm, je veux l'activer. Je veux que tous les fichiers qui ont moins de 30 jours ne puissent pas être supprimés, modifiés, altérés. Et à partir de là, j'applique. Quand vous allez faire ça, vous allez importer votre nouveau bucket dans IQ. IQ va détecter que vous avez mis une option de Worm et on va mettre un petit cadenas. C'est tout. En moins de 2 minutes, vous avez créé un bucket Wasabi pour stocker vos backups. Tout à l'heure, on a aussi entendu parler de la performance de Wasabi. C'est quelque chose qui est important à soulever. Effectivement, on a des très bonnes performances avec ce fournisseur de stockage. Aujourd'hui, nous, on a des clients qui font du backup exclusivement vers Wasabi, qui n'ont plus de NAS en local. Alors, c'est l'une des particularités d'IQ. IQ est capable de faire de l'écriture directement depuis un stockage S3. Donc, on n'a pas besoin d'une passerelle NFS ou SMTP. Le S3 sera SMB, excusez-moi. Le S3 ne sera pas qu'un stockage secondaire. Il peut être primaire, secondaire ou archive. Et vu les performances qu'on a, des fois, on peut se poser la question d'investir ou pas dans un stockage primaire plutôt que de directement écrire vers du cloud Wasabi. Donc, on a créé notre source, on a créé notre target. IQ détecte nos machines virtuelles. Ensuite, on va mettre en place des politiques de sauvegarde. Dans ma politique de sauvegarde, je vais pouvoir définir différentes règles que je vais activer simplement en cochant des cases. Quand je coche des cases, j'ai des options qui apparaissent. Je vais dire que je veux stocker mes backups sur mon stockage Wasabi. Je veux garder mon backup pendant 1 mois, par exemple. Si vous vous souvenez bien, on a dit qu'on voulait... alors, on fait un backup par jour qu'on garde pendant 1 mois. Et comme on a mis du rotation lock, c'est bien. Du coup, la sauvegarde sera immuable. On va pouvoir dire qu'on veut que les backups tournent qu'à une certaine heure. On crée des plages horaires. Je peux envoyer une copie. Ce qui serait possible, c'est d'avoir mes backups ici en local sur un stockage X et d'envoyer une copie vers Wasabi. On pourrait également faire ça. C'est ce que font la majorité des clients. On va pouvoir faire des règles d'archivage, avoir de la fast restore pour de la restauration rapide ou utiliser de la réplication pour faire des backups. Ce qui est bien également avec IQ, c'est qu'on peut utiliser des tags
quand on crée des machines virtuelles. IQ va détecter que vous avez mis un tag sur une VM et on sait quelle politique on doit assigner pour faire des backups. L'archivage vers Wasabi va être optimisé. Il faut savoir que quand vous décidez d'envoyer des archives type backup hebdomadaire, mensuel ou annuel vers Wasabi, IQ va proposer un modèle d'incremental forever, ce qui va vous permettre de réduire votre empreinte sur le stockage et donc votre facture. Vous avez créé votre politique, vous allez l'assigner très simplement à vos machines virtuelles, soit de façon automatique, on peut avoir une politique par défaut, soit en s'appuyant sur des tags, ou bien vous allez pouvoir les assigner à la main. Vous prenez une VM, vous faites politique, j'assigne ma politique manuellement et c'est fait. Donc votre politique, elle va pouvoir s'assigner sur des VM Windows, sur des VM Linux, IQ les backups exactement de la même façon, sans distinction, avec la même simplicité. Donc je n'ai pas installé d'agent, mon backup il démarre, très simplement. Le backup, quand il tourne, je fais un double clic, je peux suivre en temps réel tout ce qui se passe. Donc, j'ai un rapport qui va être généré, qui va reprendre l'ensemble des actions qui se passent sur ma sauvegarde. Bien évidemment, on va pouvoir mettre en place des alertes par rapport aux différents comportements qu'a-IQ. Alors, moi, je mets des alertes seulement sur certaines catégories, donc quand j'ai des problèmes sur du backup, de l'archive ou de la copie. On peut avoir des alertes par email ou des alertes par webbook. En termes de restauration, c'est là que ça va également être intéressant de parler de Wasabi. Vous allez pouvoir faire de la restauration directement depuis un NAS local ou depuis Wasabi. Donc, je vais prendre un exemple. Imaginons que vous avez vos backups qui sont en local et vos copies dans Wasabi, dans IQ. Vous allez pouvoir faire vos restaurations depuis le point que vous souhaitez. Alors, on a deux niveaux de restauration qui sont possibles dans IQ. De la restauration niveau fichier ou niveau VM. Par défaut, si vous restez en mode Restore From automatique, ça sera depuis le stockage le plus proche. Donc, en général, ça sera le on-premise. Mais là, je suis capable de dire que je veux faire ma restauration depuis ma copie, en imaginant que la copie, c'est Wasabi. Donc, je restaure depuis ma copie directement. Et là, IQ va me dire, OK, il va me présenter mon arborescence de fichiers. Je vais pouvoir sélectionner ce que je veux restaurer et je vais faire ma restauration directement. Je peux restaurer dans ma machine virtuelle, je peux restaurer dans une autre machine virtuelle, je peux restaurer vers un partage NFS, un partage SMB, ou bien je peux télécharger sur mon poste de travail. Je vais pouvoir faire exactement la même opération à un niveau supérieur si je veux restaurer ma VM, la copier, restaurer un disque ou copier un disque. Donc, par exemple, si je veux faire un clone de ma VM, je vais pouvoir le faire depuis mon backup local ou bien depuis ma copie, depuis Wasabi. Donc, très simple d'utiliser Wasabi pour faire de la restauration. Surtout, comme je le disais, vous n'avez pas de frais le fait de faire de la restauration. Voilà. Donc ça, dans IQ, vous pouvez tester vos sauvegardes. Donc, on va pouvoir tester les sauvegardes, c'est intéressant. Et encore, dans ce mode de test de sauvegarde, vous allez pouvoir choisir est-ce que vous voulez faire le test de sauvegarde depuis le backup ou depuis la copie. Donc, je suis curieux de tester mes sauvegardes qui sont stockées chez Wasabi. OK, je vais créer une politique de validation que je vais lier à mes copies, donc à Wasabi. Et donc, IQ, une fois par semaine, une fois par mois, va effectuer des tests de restauration. Ça vous permet de garantir, premièrement, la qualité de vos sauvegardes. Deuxièmement, d'avoir une vue exacte sur le temps de restauration pour une VM. Par rapport à ça, vous saurez que votre VM Active Directory, vous mettez 15 minutes à la restaurer depuis Wasabi, par exemple. Une fois que vous avez fait ça, IQ, Xavier l'a dit, on va pouvoir gérer des applications, soit via des préposcripts ou via de l'application Aware. Donc, on va pouvoir détecter des applications type SQL, Exchange, Oracle, Active Directory ou SAP HANA. Pour ces applications-là, vous n'avez rien à faire, juste fournir un compte de service. On les détecte et on les backup et on vous offre la capacité de les restaurer avec granularité, bien évidemment. On va vous proposer du reporting intégré dans notre produit, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de vous embêter si vous voulez avoir l'état de santé de vos sauvegardes. Un petit rapport que vous allez concevoir vous-même et que vous recevrez tous les matins dans votre boîte mail. Ce qui est intéressant, c'est que ce rapport, vous pouvez appliquer des filtres pour juste voir certaines choses. On va avoir des rapports sous forme de tableau, des rapports sous forme de graphique, sous forme de courbe. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Une fois que votre rapport il est fait, vous le planifiez, vous mettez que vous voulez le recevoir tous les matins dans votre boîte mail et vous l'avez. Ce qui est intéressant, c'est qu'on conserve les versions des rapports qu'on a générés tous les matins. Et donc, vous pouvez même aller consulter l'historique en ligne. La partie sécurité.
qui est également important. IQ va vous donner la capacité d'avoir une vraie solution dite multitenant, dans laquelle vous allez pouvoir créer différents groupes d'utilisateurs, ce qu'on appelle des tenants chez nous, et chaque groupe d'utilisateurs aura une vue limitée sur ses objets. Un utilisateur peut faire partie de différents groupes d'utilisateurs avec différents niveaux de permission, admin, backup, restore ou viewer, et on va pouvoir utiliser différentes sources d'authentification, donc des comptes locaux, des comptes AD, de l'Okta, de l'OpenID, du Google, du Microsoft, pour que se connecter à IQ. Donc ça, c'est un premier point sur la sécurité. Deuxième point sur la sécurité, on va vous inviter à utiliser du multifacteur authentification, donc pour plus de sécurité concernant l'accès à la console. IQ vous recommande fortement de sortir vos sauvegardes de votre data center. C'est là où une solution comme Wasabi va être intéressante. Les flux seront chiffrés en HTTPS via TLS 1.2. En plus, vous pourrez mettre en place le chiffrement de IQ qui, lui, est en AES 256 pour garantir l'intégrité de vos sauvegardes et surtout, on ne pourra pas vous voler vos données. Même si quelqu'un acquiert vos données par une méthode X ou Y, tout est chiffré, donc ce n'est pas exploitable. Voilà. Tout ce que je viens de vous présenter, c'est disponible en API. Et également, ce qui est intéressant chez IQ, c'est la simplicité de mise à jour de nos plateformes. Donc, c'est du one-click upgrade. Vous pouvez très simplement mettre à jour IQ sans vous poser de questions. Vous allez chercher un café, vous validez, vous revenez, c'est fini. Voilà. Donc, ça, c'est la démo d'IQ. C'est un produit qu'on met en place chez vous en moins de 1 heure, soit au travers de POC, soit au travers de juste des tries. Et pareil pour la partie Wasabi. Donc, vous avez vu, hein, en moins de 15 minutes, je vous ai fait une démonstration des deux produits, comment les utiliser et autres. Autre point qui est intéressant, sur lequel je voudrais faire un petit rappel, Xavier a parlé de la capacité d'utiliser d'autres solutions on-premise pour faire du S3. C'est possible, et c'est souvent des demandes qu'on a de clients qui veulent garder une copie de leur backup on-premise. Imaginons que demain, vous ayez une solution de stockage S3 on-premise. Vous pouvez répliquer votre stockage on-premise vers un bucket Wasabi. C'est aussi des solutions que moi, j'ai mis en place chez un et plusieurs clients. Donc, du coup, IQ backup vers du S3 local. Ce S3 local a une option de réplication. On réplique vers Wasabi. Et Wasabi, vous pouvez ensuite soit garder les données sur un seul data center ou, comme l'a dit Jean-Michel, répliquer vers d'autres data centers Wasabi. Donc, on a vraiment plusieurs scénarios qui sont possibles pour simplifier et optimiser vos infrastructures de backup. Voilà. Je vous remercie. Je pense qu'on doit avoir des questions. Je vais essayer d'y répondre maintenant. Ouais, il y a une première question. Je pense que c'est plus à Jean-Michel de répondre. Oui, j'ai vu une question. D'abord, Christophe, merci pour la présentation qui est super et qui montre la simplicité d'utilisation de IQ comme la simplicité d'utilisation de Wasabi et aujourd'hui la simplification des tâches annexes qui ne sont pas directement liées au business de l'entreprise. C'est nécessairement un plus pour les clients. Il y a eu plusieurs questions. Il y en a une qui est typiquement adressée à Wasabi. Les institutions étatiques françaises sont particulièrement vigilantes sur la question du recours à des services fournis par des sociétés américaines telles que Wasabi depuis l'entrée en vigueur du Cloud Act. Quelle est notre position sur ce sujet? Quelles garanties on peut offrir à nos clients? Alors effectivement, il y a cette problématique-là qui est présente. Tout d'abord, avec Wasabi, lorsque vous mettez vos données en dehors des États-Unis, et dans la mesure où, je suppose, tout le monde veut respecter le RGPD dans un de nos centres de données en Europe, le gouvernement américain n'a pas la possibilité de demander à Wasabi d'avoir accès à vos données. Le gouvernement américain n'a pas la possibilité de demander à Wasabi de déplacer les données. Les données, elles sont là où le client a voulu les mettre et elles y restent. En complément de ça, comme l'a expliqué en plus Christophe dans la fin de sa démonstration, vous pouvez chiffrer, encrypter les données à la source, donc on-prem, avant de les envoyer dans le cloud, ce qui fait que les données, une fois stockées dans le cloud de Wasabi, seront doublement encryptées. Donc, il faut commencer à avoir des outils particulièrement sophistiqués et des permissions que les clients n'ont pas, ni même le président des Américains, pour pouvoir décoder les données qui sont stockées chez Wasabi. Je ferai un petit commentaire qui est non Wasabi. J'ai participé à un événement au mois de mai
où il y avait un autre partenaire technologique de Wasabi dans le domaine de la sauvegarde qui avait invité ses clients à une table ronde où ils témoignaient de pourquoi ils avaient choisi cette solution-là. Et l'un de ses clients était une organisation publique qui avait fait le choix d'Amazon. Personne n'est parfait. Et l'ANSSI, la NSSSI, l'autorité française là, qui a un droit de regard sur les problématiques de sécurité informatique, avait opposé son veto à cette organisation publique parce qu'elle stockait ces données, certes en France, mais sur un système qui était géré par une entreprise américaine, donc ils ne voulaient pas qu'il le fasse. Et en fait, le client a chiffré les données lors de l'opération de backup pour envoyer des données qui étaient chiffrées, non pas par le fournisseur de cloud, mais directement à la source chez le client. Et l'ANSSI a donné son feu vert pour pouvoir faire une telle opération. Également, ce qu'il est possible de faire, j'ai dit que les clés de chiffrement de nos clients chez Wasabi étaient dédiées à chacun des clients, mais les clés sont générées par Wasabi. Il est également possible d'utiliser ses propres clés d'encryption. Voilà, j'ai vu une autre question, mais je crois qu'elle traite du mode sans agent, donc je pense que ça c'est plutôt une question pour Christophe. La partie sans agent, alors j'y ai répondu, pourquoi c'était important. Il y avait la partie sécurité, simplicité et également performance, coût sur les VM. C'est ce que je vous ai dit en introduction. IQ, toutes nos solutions sont sans agent et doivent être simples. L'autre chose qui est importante dans le mode sans agent, c'est quand je vais faire de la mise à jour. Aujourd'hui, une solution qui a des agents, qui a des proxys, quand vous devez faire une mise à jour, vous vous demandez est-ce que je mets à jour ma base de données, est-ce que je mets à jour mon OS, est-ce que je mets à jour mes agents, mes proxys, dans quel ordre? Et là, vous devez à chaque fois vous assurer de ne pas vous tromper parce que sinon, vous pouvez casser. IQ, c'est du 5 minutes software upgrade. Quand vous mettez à jour l'appliance IQ et c'est tout. C'est tout. C'est aussi l'un des intérêts. Et ça, c'est important sur un point de vue sécurité. On le voit, les sociétés qui ont des failles de sécurité, ce n'est pas parce qu'ils utilisent la dernière version de tel logiciel. C'est parce que souvent, ils ont une version obsolète d'un logiciel sur lesquels il y a un CVE qui est sorti depuis quelques mois. Ça existe, les failles 0D, mais bien souvent, les failles sont dues à des CVE qui existent depuis longtemps. Et voilà. Nous, avec IQ, pour nous, c'est très important de proposer des mises à jour de façon souvent récente et avec de la sécurité. Et donc, le fait de ne pas avoir d'agent nous simplifie clairement cette tâche. J'ai vu qu'il y avait une autre question pour Wasabi qui traitait de si je veux stocker mes données dans différentes régions Wasabi, est-ce que j'ai besoin de plusieurs comptes Wasabi? La réponse est non. Avec un même compte Wasabi, vous pouvez stocker vos données là où vous le souhaitez. Vous avez dû voir dans la petite partie de la démo sur l'interface de la console Wasabi, quand vous sélectionnez votre région Wasabi, vous avez une indication claire et précise de l'endroit où les données vont être. Il y a écrit Amsterdam, Netherlands, Paris, France, etc. Donc, dans la mesure où on fait attention en lisant, eh bien, on ne peut pas se tromper dans le choix de l'emplacement de stockage chez Wasabi. Parfait. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Merci en tout cas à tous pour votre participation. N'hésitez pas à nous recontacter, Jean-Michel, Christophe ou moi-même, pour mettre en place effectivement des POC pour valider les différentes solutions. Et puis on vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Merci à vous deux et merci à tous les participants. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.